Tout commence par un écart minuscule, tellement absurde qu'il devrait être impossible, et pourtant validé, payé, digéré par le système sans un mot. La première fois que Samir Ali entend parler du cartel des repas, il est assis devant 2 écrans, au sous-sol d'un bâtiment fédéral de Minneapolis, en train de faire défiler des listes d'enfants qu'il ne verra jamais. Samir Ali est analyste financier au FBI. Sa mission ce jour-là est simple en apparence, comparer ce qui est déclaré sur ses feuilles de présence avec ce que montrent les comptes bancaires. Il zoome, il surligne, il recompte, le regard piqué par la lumière bleue. Des milliers de repas, tous remboursés par Washington. Et une chose le frappe, les montants payés à un seul organisme du Minnesota explosent littéralement, sans qu'aucun autre indicateur ne suive. Le programme s'appelle Child and Adult Care Food Program. Sur le papier, c'est propre, carré, balisé. L'État reçoit l'argent, des associations locales nourrissent les enfants, l'USDA rembourse. Samir en a vu passer des dossiers sur ses lignes budgétaires, de l'ordinaire, du chiant. Mais ici, un nom revient sans cesse. Feeding Our Future. Des transferts massifs. Des sites qui apparaissent partout, presque du jour au lendemain. Les chiffres bondissent comme s'il avait plus des enfants sur certains quartiers. L'anomalie arrive avec un fichier que le Minnesota Department of Education transmet aux fédéraux. Un tableau de bord maison, brut, sans mise en forme. Sur une colonne, le MDE a surligné en rouge les sites affiliés à Feeding Our Future. Sur une autre, les repas déclarés. Au milieu de ces lignes, une date saute aux yeux de Samir, 20 janvier 2022. Le jour où, selon la note jointe, le FBI, l'IRS et ICEHSI ont coordonné une série de perquisitions dans tout l'État. Ils scrollent plus bas. Certains sites affichent des milliers de repas par jour, dans des lieux qui, d'après les premières vérifications, ne pourraient physiquement pas contenir autant de monde. Un restaurant censé nourrir plus d'enfants que la population scolaire d'un quartier entier. Une salle d'événements louée comme si elle était un campus. Et au bout des flux financiers, des achats immobiliers, des voitures de luxe. Ce qui devait être un filet de sécurité ressemble à un pipeline. Ce que Samir ignore encore, à ce stade, c'est que derrière une partie de ces décisions administratives, un nom circule officieusement dans le bureau de certains agents d'ICE. Celui d'un juge fédéral d'origine somalienne, basé au Minnesota, cité dans un rapport confidentiel lié à des transferts de fonds internationaux autour de ce même réseau. Rien d'écrit noir sur blanc, seulement une mention orale d'un enquêteur HSI lors d'un briefing. Mais suffisamment pour que dans la salle, l'air se tende. Hypothèse A, celle qui rassure tout le monde autour de Samir au début, ressemble à un accident de système. Un programme fédéral, conçu pour aller vite, pour nourrir des enfants pendant les fermetures d'écoles. Une pandémie. Des dérogations d'urgence, un grab-and-go massif, des règles assouplies pour que des sacs de repas quittent les cantines et soient distribués depuis des parkings, des mosquées, des salles paroissiales. Samir se dit que Feeding Our Future, sponsor local, a peut-être simplement surfé sur l'afflux d'argent. Trop vite, trop gros, mais sans intention criminelle. Des bénévoles débordés, des registres mal tenus, des doublons, des fichiers d'inscription bricolés pour justifier des repas réellement servis. Dans cette version, l'affaire n'est qu'un gigantesque chaos administratif, amplifié par la peur politique d'être accusé d'avoir laissé des enfants affamés. Le MDE panique face aux chiffres, bloque des paiements, puis se fait recadrer par une décision de justice d'État qui lui ordonne de reprendre le flux. Les erreurs se cumulent. Une main tremble sur la paperasse, pas sur un plan de fraude. Cette hypothèse meurt en une seule phrase, quand Samir tombe sur un site qui déclare officiellement plus de repas quotidiens que d'enfants scolarisés dans l'ensemble du district, alors que les enquêteurs n'ont jamais observé la moindre file d'attente devant la porte. Le silence se fait dans sa tête. Alors, dans la tête de Samir, l'histoire glisse vers l'hypothèse B, plus complexe, moins confortable. Ici, Feeding Our Future n'est plus un simple sponsor débordé, mais l'axe central d'un réseau, une architecture soigneuse, des sponsoring organisations qui servent d'intermédiaires entre Washington et le trottoir, censés vérifier, contrôler, auditer. En théorie, le Minnesota Department of Education approuve, surveille, sanctionne. En pratique, Samir voit un effet domino. La pandémie ouvre une brèche. Les contrôles en présentiel se raréfient, les règles de présence des enfants s'assouplissent, les repas à emporter se généralisent. L'argent afflue. Amy Bach, directrice de Feeding Our Future, multiplie des conventions avec des restaurants, des sociétés de catering, des centres communautaires, notamment dans des quartiers somaliens de Minneapolis-Saint-Paul.
Elle se présente comme une passerelle entre l'État et des communautés peu habituées aux arcanes administratives. Les montants remboursés explosent. Le MDE s'inquiète, freine, demande des pièces, bloque des sites. Feeding Our Future contre-attaque en justice, accuse l'État de discrimination, de cibler des quartiers immigrés. Un juge d'État ordonne de relancer les paiements. Ce que Samir croyait être un État négligent se transforme en État qui a essayé de freiner, mais que la machine judiciaire a réenclenché, obligeant les fonctionnaires à laisser couler l'argent qu'ils soupçonnaient déjà. Puis il tombe sur un mémo interne qui change l'angle encore une fois. Un résumé de réunion entre responsables du MDE et leurs avocats, où l'on voit noir sur blanc leurs réticences, leurs doutes, leurs alertes envoyées au fédéral. Ce n'est plus seulement Feeding Our Future contre l'État. C'est une lutte silencieuse entre des gestionnaires de programmes qui sentent une dérive et un appareil politique et juridique qui refuse d'assumer la moindre coupure de fonds en pleine crise sanitaire. Ce que Samir pensait être une passivité devient une incapacité structurée à dire stop. Dans ce brouillard, l'hypothèse C s'impose, courte, dérangeante. Et si la vraie clé ne se trouvait ni dans le chaos, ni dans la complexité administrative, mais dans une ligne rouge implicite que personne n'a voulu franchir parce qu'elle touchait à un réseau perçu comme intouchable politiquement. Un sponsor présenté comme colonne vertébrale de l'aide dans des communautés sensibles, des partenariats avec des mosquées, des acteurs religieux, des figures respectées, dont ce juge dont ICE prononce discrètement le nom. Dans cette logique, la fraude ne se cache pas dans les interstices du système. Elle vit au centre, protégée par la peur d'accuser certains milieux d'avoir détourné l'argent des enfants. Le mur, pour Samir, ce n'est pas technique. Les fichiers bancaires, il sait les lire. Les listes de repas, il sait les croiser. La seule chose qui bloque tout, c'est l'idée de désigner un visage précis dans un paysage où chaque visage est politiquement chargé. Dès que l'affaire prend de l'ampleur, le dossier quitte les couloirs anonymes du MDE pour remonter. Le gouverneur est informé. Des représentants communautaires appellent, dénoncent un ciblage de quartiers somaliens. Des élus locaux préviennent que suspendre Feeding Our Future, c'est couper un cordon vital à des milliers de familles. Samir lit les notes de ces réunions par bribes dans le dossier. Il voit des phrases prudentes, des tournures vagues, des formules qui esquivent la seule question binaire qui le hante. Fraude massive, oui ou non. Une douleur très concrète revient dans le récit des agents du MDE, consigné dans un mail que Samir relit plusieurs fois. Une contrôleur raconte s'être fait insulter dans un parking, un matin glacial, en sortant d'un site affilié à Feeding Our Future. Il faisait -15. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle n'arrivait plus à tapoter sur sa tablette. Elle avait demandé des registres, on lui avait donné des copies floues. Quand elle a insisté, un homme lui a lancé qu'elle voulait affamer les enfants de son peuple. Elle a quitté le site en tremblant, les mains brûlées par le froid à travers ses gants et un doute logé dans la poitrine. Si elle insistait, elle devenait celle qui retire les repas aux gamins. Si elle baissait les yeux, elle devenait celle qui laisse filer des millions. Cette scène s'incruste sous la peau de Samir. Il comprend que le mur n'est pas un manque de preuves, mais un refus collectif de porter la responsabilité d'une décision radicale. Les mails montrent un MDE qui hésite, retarde, puis alerte. Les réponses fédérales sont lentes, prudentes. Tout le monde attend que quelqu'un d'autre tranche. Quand les rumeurs internes évoquent l'existence de flux vers l'étranger, ICE entre officiellement dans la danse. L'enjeu change encore. Ce n'est plus seulement une fraude sociale, c'est potentiellement un schéma de blanchiment avec dimension transnationale. Là, pourtant, une autre peur apparaît dans les échanges. Si le réseau est davantage qu'un simple montage financier, si des personnes haut placées, respectées, s'y trouvent liées, quelle réaction provoquerait une offensive brutale, surtout dans un État où la communauté somalienne est scrutée à chaque incident? Samir n'a pas de prise là-dessus. Il n'a aucun contrôle sur les tensions politiques. Son job se réduit à pointer une colonne numéraire qui ne ment pas. À force de recouper les flux, il voit les remboursements sortir de l'USDA, transiter par le MDE, gonfler sur les comptes de Feeding Our Future, puis se disperser vers des restaurants, des sociétés, des comptes personnels, parfois rebondir à l'étranger. Il voit les noms de structures comme Safari Restaurant and Event Center, Empire Cuisine and Market, SNS Catering. À chaque fois, les mêmes motifs. Facture de repas à des tarifs maximum, liste d'enfants recopiés, montants colossaux pour des espaces trop petits. La seule raison pour laquelle tout cela ne s'est pas arrêté plus tôt, il la ressent dans ses propres crispations d'estomac. Personne n'a voulu être celui qui signe le papier qui coupe le robinet, de peur d'être accusé de sacrifier des enfants ou de discriminer une communauté.
Quand le mur finit par céder, ce n'est pas parce que quelqu'un a trouvé le courage, mais parce que la situation devient impossible à contenir. Les experts convoqués autour du dossier le disent sans fioriture. Selon les spécialistes de la fraude aux programmes sociaux, le schéma révélé au Minnesota est, dans son architecture, typique d'une exploitation d'urgence. Un sponsor central, une croissance soudaine, des sites satellites, des flux qui remontent. D'autres, plus prudents, soulignent que la concentration géographique et communautaire du réseau rend l'affaire incomparable au cas classique et pourrait masquer des facteurs de pression ou de connivence que les documents ne capturent pas. Et puis, il y a ce que tous refusent d'admettre frontalement dans leur prise de parole publique. La peur que cette affaire ne soit instrumentalisée pour attaquer l'ensemble des programmes d'aide alimentaire et pour stigmatiser durablement des communautés entières. Le 20 janvier 2022, les écrans quittent enfin le sous-sol. Samir suit à distance l'opération planifiée depuis des semaines. Sur les radios internes, les appels se succèdent. Les agents du FBI, de l'IRS-CI et d'ICE-HSI frappent aux portes dans tout le Minnesota. Le siège de Feeding Our Future, à Saint-Anthony, voit débarquer une vague de gilets pare-balles. D'autres équipes entrent dans des restaurants déjà cités dans les rapports de Samir, dans des domiciles luxueux, dans des bureaux anonymes. Ils saisissent des cartons de documents, des ordinateurs, des téléphones. Les banques reçoivent des ordonnances de gel de comptes. Le lendemain, les médias locaux parlent d'une série de perquisitions sans précédent dans une affaire de repas pour enfants. Samir lit, sur un communiqué, la première estimation de l'ampleur. Les procureurs parlent de dizaines de millions déjà identifiés, d'un total qui pourrait approcher 240 millions de dollars détournés de deux programmes, le CICFP et le Summer Food Service Programme. Dans les jours qui suivent, le MDE suspend les paiements à Feeding Our Future, engage les démarches pour la rayer des sponsors autorisés. L'organisation, privée de son flux vital, s'effondre en silence. Les bureaux se vident. Des sites qui dépendaient de son agrément tentent de se raccrocher à d'autres sponsors. Certains ferment, interrompant net des distributions. À la télévision, Amy Bock nie toute fraude. Elle répète qu'elle a servi de vrais repas à de vrais enfants, qu'elle n'a fait que suivre les procédures et consignes officielles. Les mois passent. Samir continue de travailler sur les flux, mais l'affaire lui échappe en partie. Les équipes juridiques prennent le relais. Le 20 septembre 2022, le Department of Justice rend publique l'inculpation de 47 personnes. Des noms familiers pour lui, associés dans des actes d'accusation groupés portant les étiquettes Safari Restaurant, Empire Cuisine and Market, SNS Catering. Les charges listées couvrent la fraude électronique, le complot, le blanchiment d'argent, la fabrication de documents. Les procureurs décrivent un système où des sites déclaraient quotidiennement nourrir des milliers d'enfants dans des locaux minuscules, où les listes de présence étaient inventées ou copiées, où des factures s'échangeaient entre entreprises contrôlées par les mêmes cercles. Des schémas de flux annexés aux actes montrent l'argent filé vers des propriétés résidentielles et commerciales, des véhicules haut de gamme, des voyages internationaux. Des transferts partent vers d'autres États, certains vers l'étranger, y compris vers la Corne de l'Afrique. ICE-HSI, dans ses propres notes, détaille la coopération avec des partenaires étrangers pour traquer les comptes et les biens immobiliers à l'extérieur du pays. C'est là que revient, dans un aparté de couloir, le nom du juge fédéral d'origine somalienne que Samir avait entendu lors d'un briefing. Un agent HSI mentionne des recoupements troublants entre certaines opérations immobilières et des décisions judiciaires passées. Aucune mention officielle dans les actes, aucune charge portée contre lui dans les documents publics. Juste cette ombre qui plane pour ceux qui savent lire entre les lignes. Pendant que les inculpés défilent devant les juges, la mécanique judiciaire suit son rythme. Certains accusés plaident coupables, acceptent de reconnaître leur participation à la fraude et espèrent des peines réduites. D'autres maintiennent leur innocence, dénoncent des malentendus, des confusions, des surinterprétations. Amy Bock, mise en liberté sous condition, continue de nier, devant les caméras comme devant les tribunaux. Le gouvernement fédéral, lui, accumule des saisies, maisons, appartements, parkings, véhicules, comptes bancaires, parfois même des bijoux affichés sur les réseaux sociaux et financés, selon les enquêteurs, par l'argent des programmes de repas. Au Minnesota, le vide laissé par Feeding Our Future est brutal. Dans certains quartiers, des parents apprennent du jour au lendemain que le point de distribution où leurs enfants prenaient un repas quotidien est fermé ou en cours de transfert vers un autre sponsor.
Le MDE annonce des réformes, des contrôles renforcés, des audits sur place, des critères de sélection plus stricts. Les responsables politiques, au niveau de l'État comme à Washington, s'emparent de l'affaire pour argumenter. Certains réclament une refonte des programmes de nutrition, insistent sur la nécessité de durcir les procédures. D'autres mettent en garde contre la tentation de resserrer tellement les taux que les associations légitimes en souffriraient. Dans les réunions internes, Samir entend les responsables parler de « cas d'école ». L'affaire du Minnesota est citée dans des rapports sur la manière dont la pandémie a ouvert des failles dans la distribution d'aides publiques. Le FBI, l'IRSCI, ICE HSI présentent la coordination autour de ce dossier comme un exemple de traçage financier réussi, d'utilisation d'outils d'analyse pour suivre l'argent à travers des couches juridiques, des frontières, des sociétés écrans. Mais derrière ces éléments de langage, Samir voit autre chose. Une succession de signaux d'alerte ignorés ou étouffés, tant que la pression politique pour nourrir rapidement des enfants vulnérables était maximale. Un soir, seul devant son écran, il rouvre un des premiers tableaux reçus du MDE. Les lignes rouges, les chiffres qui semblaient absurdes. Il pense à ceux qui ont tenté, tôt, de dire que quelque chose ne collait pas, aux inspecteurs transis devant des portes fermées, aux fonctionnaires mis en cause pour avoir voulu mieux vérifier, puis à la manière dont l'État a été sommé, par un tribunal, de continuer à payer. Ce qu'il croyait au début, un système solide dévoyé par quelques acteurs opportunistes, ne tient plus. L'illusion qui tombe, pour lui, est simple. L'idée que les garde-fous institutionnels suffisent dès lors que des règles existent. Le temps s'étire un instant. À la place, il découvre un paysage beaucoup plus dur. Les programmes fédéraux sont puissants, mais poreux. Les contrôles existent, mais peuvent être neutralisés par des décisions judiciaires, des pressions politiques, des accusations publiques de discrimination. Un sponsor agréé peut, pendant des mois, servir de canal à des détournements massifs malgré des signaux évidents, parce que personne ne veut porter la charge symbolique d'appuyer sur l'interrupteur. Et dans ce brouillard, la mention officieuse d'un juge fédéral lié à des flux suspects reste coincée dans un entre-deux. Assez grave pour hanter les couloirs, pas assez étayée, ou trop explosive, pour rejoindre les communiqués. Samir se demande alors si la vraie question n'est plus de savoir comment un cartel a pu siphonner près de 240 millions de dollars, mais si le pays accepterait un jour de regarder en face qui, précisément, il laisse approcher les robinets de l'argent destiné aux enfants. Dans une salle vide du MDE, un distributeur de repas en inox brille encore sous les néons. Des boîtes de carton marquées du logo de l'USDA sont empilées contre un mur, certaines ouvertes, d'autres encore scellées. Sur une table, une feuille de présence froissée porte des noms à moitié effacés par une tache de jus renversée. Dehors, la neige tasse le bruit des voitures, et la pancarte d'un ancien site Feeding Our Future pend de travers, suspendue par un seul crochet, qui grince par rafale dans le vent.